en plus, on va parler de recherche du coup, Ouais. et de science, puisqu'il y a un article récemment qui est sorti chez Nature, qui s'appelle Women are created less in science than men. Donc les femmes sont moins souvent, créditées en sciences que les hommes, et qui stipule et qui dit en gros, mais avec moult recherches, avec des choses un petit peu plus poussées que juste on a l'impression que, comme pourraient dire certains, que effectivement, pour plusieurs raisons qu'on pourra détailler en discutant après, les femmes sont quasiment systématiquement moins bien citées, moins bien mises en avant, et donc on voit leur carrière moins facilement évoluer en sciences que les hommes. Alors c'est un problème qui existe partout, bien sûr, Dans plein de métiers, ouais. mais il y a un article de Nature qui est sorti récemment, dont je vais vous mettre l'article dans le chat d'ailleurs. En fait, le souci en recherche, c'est que vraiment, ta carrière dépend complètement de tes publications et de ta reconnaissance. En fait, en recherche, en recherche publique, tu es payé un peu en argent et beaucoup en reconnaissance. En fait. Pour faire simple. Pour faire simple. Donc, ouais, si tu n'es pas premier auteur, par exemple à la fin de la thèse, tu es censé avoir au moins un article en tant que premier auteur. Pour les articles scientifiques, le premier auteur, c'est celui qui a généré les données, qui a fait tout le travail. Le dernier, c'est généralement son chef. C'est le senior qui a principal investigator. Donc, c'est lui qui a peut-être eu l'idée de la recherche, mais qui a chapeauté le tout. Et au milieu, on a les auteurs par ordre d'apport de ce qu'ils ont fait, quoi. De ce qu'ils ont fait. Donc, tout le monde se bat un petit peu pour être premier auteur. Et en fait, dans cette bataille, apparemment, les femmes perdent souvent. Voilà. Disons qu'elles sont, enfin d'après l'article, d'après ce que j'ai compris, elles sont quand même moins, on valorise moins leur travail, ou alors d'autres, qui sont souvent des hommes, vont s'attribuer leur travail, et donc vont se retrouver à ne pas être premier auteur, être dans la liste, au milieu un peu fondu dans la masse, ou alors ne carrément pas apparaître sur la liste des auteurs, alors qu'elles devraient. Et comme on disait, je pense que l'exemple un peu historique phare qu'on peut citer, c'est la découverte de la structure de l'ADN, qui était en fait par, alors je dirais 3. On a Watson, Crick et Franklin, mais il y a peut-être plus de gens. Rosalind Franklin, ouais. Et en fait, elle a vraiment, donc les deux premiers, Watson et Crick, sont des hommes, et donc la découverte a vraiment été attribuée à eux deux, alors que Rosalind Franklin, qui a travaillé sur les rayons X, je crois, et qui du coup a eu vraiment une expérience importante pour déterminer la structure, a vraiment permis à générer des données clés, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui a généré les premières données. Hein. Peut-être. Je ne sais pas vraiment chronologiquement. En fait, il n'y aurait même pas eu sans ça, sans son expérience là avec les X-rays. Ouais. Et c'est même beaucoup plus ancien que ça, en fait, parce que pour m'être un peu renseigné sur le sujet avant l'émission, le premier cas où ça a été recensé, c'est le cas de Trotula de Salerne, qui était une femme qui avait écrit au XIe siècle, donc ça remonte déjà pas mal, hein, un ouvrage qui s'appelle Le soin des maladies des femmes, c'était pas écrit en français bien sûr, qui était vraiment un ouvrage de référence en gynécologie à l'époque, et dont quasiment toutes les traductions, pendant très longtemps, l'ont attribué à des hommes, de manière totalement gratuite, sans aucune raison, si ce n'est que, mais quand même pas une femme, voyons. Oui, en gynécologie, de manière générale, en médecine, je trouve que c'est aussi ancré, mais allez, pour être un petit peu dans l'air du temps, par exemple, les droits pour l'IVG. Voilà, t'es dans le topic. Youpi. On est pas bien là en 2022. Non mais oui, mais alors aux États-Unis, parce qu'en fait, nous, en France, on a eu nos droits après les États-Unis, et en fait, ils ont eu une strate assez sympa. C'est que les infirmières très résumé, hein, très résumé, mais en gros les infirmières qui pratiquaient de façon illégale ces opérations et c'était dangereux, ont voulu rendre ça légal. Donc il y en a plusieurs qui étaient militantes en fait, et elles ont une strate très intelligente. Elles ont engrainé des médecins hommes pour qu'ils soutiennent leur cause. En fait, en leur faisant un petit peu peur pour leur monopole, en fait. Que si jamais les sages-femmes avaient le droit de pratiquer ces opérations, c'est une opération qui aurait pu être faite par les médecins, mais oups,
ça leur a filé entre les doigts parce qu'ils n'étaient pas assez au taquet. Donc, pour protéger leur monopole, ils ont défendu le truc. Et comme c'était des hommes, là, on les a écoutés. Là, ça a fonctionné. Et en France, bah, ça a suivi un petit peu le même chemin. Mais bon, voilà. Mais de manière générale, en médecine, jusqu'à présent, en fait, un ouvrage écrit par une femme... ça n'a jamais trop été... Voilà. Moins courant, on va dire. Et alors, il y a autre chose que je voulais... Oui, par rapport à la reconnaissance, pour revenir juste sur la reconnaissance, pour vous montrer à quel point en recherche, la place du premier auteur est importante, c'est que quand vous lisez un article scientifique, parfois vous avez des citations, des numéros. Mais parfois, vous avez aussi nom de l'auteur and all, nom du premier auteur and all. Donc ça veut dire que même si vous avez des... Si c'est pas... Enfin, ça dépend des fois, mais même si vous avez 3 personnes en premier auteur ex aequo, souvent on va mettre vraiment que la première, et là c'est par ordre alphabétique en plus. Donc c'est nul. Enfin, ordre alphabétique, ça dépend, parce que bon, si c'est une fille qui est dans l'ordre... première dans l'ordre alphabétique, on n'est pas obligé de faire l'ordre. Bref. et bon, ça dépend du contexte, ça dépend du labo. Bon, je vais pas, mais grosso modo, ce que ça fait, c'est que en fait, vous lisez beaucoup d'articles scientifiques sur un sujet, bah, vous voyez souvent des noms qui reviennent, et qui font que, bah, voilà, auteur 1 et all, bah, auteur 1, on connaît son nom, il existe dans le domaine. Oui. Donc lui, eh ben, si vous le croisez, s'il y a une chance de collaboration avec lui, s'il y a une chance de... lui, il existe pour vous. Dans votre monde, il existe. Et ça, en recherche, bah, c'est super important parce que tout fonctionne comme ça. À la collaboration aussi. Il y a Ginny Weasley qui fait la remarque que ça dépend. Parfois, les premiers auteurs ex aequo s'arrangent entre eux. Si l'un d'eux doit demander un poste bientôt, si l'un d'eux a jamais publié, etc. Ouais, mais ça, c'est hyper bienveillant comme démarche. Hein. Ouais, ce qui n'est pas le cas partout. Pas forcément bien. Voilà. C'est donc qu'elle est dans le domaine de la recherche, hein, pour le contexte. Ah oui, bah oui, si elle dit ça, c'est que clairement, mais c'est vraiment être dans un labo bienveillant. D'ailleurs, je ne sais pas comment on écrit du coup quand on cite un article avec des auteurs, premier auteur ex aequo. Est-ce que les deux sont écrits? Parfois, ça dépend des revues. Toujours, ouais. Ça fait machin, virgule, machin and all, parfois. Ah oui, ok. Et en fait, sur un article où vous le voyez, il y a une petite astérisque, par exemple, et en dessous, il y a marqué This author contributed equally. Voilà. Barrez-vous si vos labos ne font pas ça. Oui, mais en fait, on est facile. On est très soumis aussi. Hein. Ah, en tant que doctorant, mais après, bon. Ah bah, c'est gentil. Hein. Je pense que je vais rester soumise pendant au moins encore 10 ans. Là. Mais non. Mais oui, c'est bien. T'as un labo gentil, Ginny. Franchement, il faut s'en rendre compte quand c'est bien. Oui, c'est bien aussi de dire quand les choses sont positives, pour que les autres puissent prendre un exemple. Ça existe. De toute façon, c'est en allant voir ailleurs qu'on se situe si c'est bien ou pas bien, justement. Donc, il faut échanger. Le négatif, on va dire... on normalise déjà le négatif. Et en plus, on normalise, effectivement. Et non, il faut voir que dans certains endroits, c'est positif. Donc, c'est possible que ce soit positif. Que ce soit le cas. Donc, luttons pour que je le sois, finalement. Oui. Alors, même si les méthodes de lutte, sont parfois sont pas simples. Pas simples, clairement, voilà. Oui. Mais faut-il s'arranger avec les 300 autres auteurs quand on publie en astrophysique après Alors oui, sur les auteurs aussi les énormes appareils qui sont partagés, et du coup, il y a beaucoup d'auteurs. Mais alors, généralement, quand il y a vraiment beaucoup de monde, pour que l'article sorte, il faut quand même qu'il y en ait un qui se bouge quand même pour l'écrire. Donc lui, tu t'admets de le mettre. Pour qu'il soit relu par 300 auteurs, j'aimerais pas. Voilà. Oui, voilà. Peut-être pour ajouter dans cette idée justement de reconnaissance qui est parfois compliquée, en fait ce qu'on peut constater dans plusieurs labos de recherche, c'est que finalement les femmes qui ont réussi à avoir des positions relativement hautes vont être celles qui ont un peu, on va juger des caractères un peu forts, qui en fait ont su s'imposer face à d'autres chercheurs, souvent face à des hommes, pour se faire une place, pour bien qu'on reconnaisse leur travail, etc. Alors on espère bien sûr que ça reste des bonnes scientifiques, mais c'est vrai que du coup, quand on arrive un peu à jouer sur des réputations, voilà, sur de la politique, des jeux de pouvoir, voilà, c'est dommage que ça en arrive là, disons, pour qu'on se retrouve à égalité face à deux scientifiques masculins, féminins, qui sont tout à fait légitimes, quoi.
C'est vrai que des grosses chefs en recherche, mais qui sont un peu flegmatiques, bah, ça n'existe pas. Il n'y en a pas tant. Alors que bon, un chef mec, il peut être chill, quoi. Ça existe. Ah oui, ça, je suis d'accord. Tu vois. En n'étant pas chercheur, pour le coup, c'est des sujets que je suis Oui, de non, côté. mais Je reconnais pas mal de gens qui sont chercheurs, donc j'ai des insides, mais je ne le vis pas directement. C'est pour ça que je laisse surtout nos deux chercheuses, en plus, donc d'autant plus concernées, s'exprimer sur le sujet. Alors, Ginny Weasley, je connais de loin parce que ça concerne une amie et pas moi directement. Mais en physique des particules, elle me disait qu'en dehors des premiers auteurs de l'article, pour ceux du milieu, ils classent en fonction du nombre d'heures que chacun a donné à la mission. Et il faut d'ailleurs donner X heures pour pouvoir rester dans la collaboration, il me semble. Bah, en fait, je pense que c'est compliqué. J'ai réfléchi, moi, récemment à ça, justement, comment on choisissait et l'ordre des auteurs. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion que c'est bien de mettre des règles dès le début, histoire que personne ne trouve d'injustice. Mais on ne peut pas non plus tout régler à l'avance parce qu'on ne sait pas ce que va donner la recherche, en fait. On ne sait pas ce que va donner le projet, on ne sait pas... donc, quel enjeu il y aura. Fixer des règles comme ça quand on sait qu'il y a 15 milliards de collaborateurs, je pense que c'est peut-être plus sain. Ah oui, avant même de commencer les collaborations, en fait. Établir des sortes de règles de collaboration. Et même en interne des labos, quand il y a des nouvelles personnes arrivantes, c'est un peu... Oui, je pense que c'est très sain. Mais c'est pas fait partout. D'accord, j'allais te demander si c'était fait dans ton labo ou pas. Moi, c'était pas fait, clairement.